c'est une expression, la voie du milieu, c'est une expression allégorique, facile à comprendre par les mots, pour définir un endroit, avec un grand « te », de nous-mêmes, où lorsque l'on y accède, le tumulte n'existe plus, et la propension à dévier de notre voie de sagesse n'existe plus non plus. Elle procède de la source et nous ramènera inexorablement à la source. Être dans la voie du milieu, c'est être dans la voie du juste. Qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on quitte l'univers des mots. On quitte l'univers de tout aspect sensitif. On quitte la vibration. Dans la voie du milieu, la vibration, au sens aléatoire, c'est-à-dire alternatif, n'existe plus, car elle est l'apanage des voies de droite et des voies de gauche. Donc, la voie du milieu, c'est celle où le silence est le plus absolu. La voie du milieu est celui du propos divin. C'est Confucius qui mettait ça à l'honneur, la voie du milieu, d'une façon très très pratique et très concrète. Mais je pense que toujours la tempérance, c'est ça la chose importante. Mais je pense que cette idée de la voie du milieu vient de quelque chose de plus profond, je dirais plus métaphysique que ce que disait Confucius. C'est un peu ce qu'on retrouve dans David Bohm, qui disait la relation est mutuellement constitutive. La relation, c'est le milieu, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui est entre ce que je considère comme moi et ce que je considère comme l'univers. Je peux être attaché à un pôle, il n'y a que moi, c'est moi qui compte, et tout est en fonction de moi, et cet attachement à l'ego est la cause de tous nos problèmes concrètement dans le monde. Bon, c'est une voie qu'évidemment Confucius y rejette. Il y a une autre voie qui est extrémiste, on dirait dans l'autre sens, où on renierait le corps, on renierait l'ego, etc., au profit d'un idéal qui en fait n'est pas et n'est jamais. C'est un idéal d'absolu, de renoncement absolu, etc. Et puis, il y a entre les deux, le fait de s'identifier ni à moi, ni totalement à l'autre, totalement à l'univers, totalement à Dieu, etc., mais de m'identifier à la relation qui est mutuellement constitutive. C'est-à-dire que c'est la relation qui est première et c'est les deux pôles qui en découlent. Moi, Franck, en tant que Franck, je n'existe pas, l'univers n'existe pas, ce qui existe, c'est la relation qui les engendre tous les deux. Et c'est s'identifier à cette relation qui est la voie de l'unité, qui est la voie de l'unité, la véritable voie de l'unité, elle passe dedans. C'est pas de renoncer à un pôle au profit de l'autre, c'est pas de s'identifier au tout, ce qui est impossible, de s'identifier à l'ego, ce qui est une perte de l'âme, c'est de s'identifier au processus d'illusion lui-même qui engendre à la fois l'illusion de moi et l'illusion de l'univers. Et cela est réel, et c'est ça qu'on appelle Dieu. Et la voie du milieu, c'est pas un extrémisme dans ce sens-là, c'est vraiment le moyen de changer et d'améliorer considérablement notre relation au monde. Parce que quand on est en relation avec une personne, on peut avoir un conflit, on peut avoir des tas de choses qui se passent entre deux personnes, l'amour, etc. Si je m'identifie à un des pôles, je considère l'autre comme responsable, c'est une façon de faire, ok. Si je m'oublie complètement et que je considère qu'il n'y a que l'autre qui compte, c'est une autre voie qui est une erreur aussi. Mais si je considère que je ne suis ni moi ni l'autre, mais que je suis la relation, je suis totalement responsable de cette relation et que c'est la relation qui est importante, alors je prends les choses en charge. Et là, je peux modifier les choses. Ça, c'est un sacré boulot. C'est très très intéressant. Mais vous n'avez pas compris du tout ce que je veux dire, mais c'est... Identification,
l'identification. Quand on s'identifie à ou qu'on ne veut pas s'identifier à, on s'identifie à celui qui veut ou celui qui ne veut pas. Rubbish, tout ça, comme diraient les Anglais. C'est au-delà de tout ça. Ça, c'est toujours des voix. Mais qui dit voix dit déjà du binaire. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, avant la voix du milieu, ça me parlait, ça me disait quelque chose. Mais maintenant, ça ne me parle plus quand on me dit voix du milieu. J'ai l'impression effectivement qu'il suffit juste d'être. Et voilà, c'est tout. Bon, il y a pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfermement par rapport à ces termes, par rapport à ces choses, par rapport à ces. Voilà, donc voilà. C'est ça, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça veut dire. Est-ce qu'on est obligé de retenir tous les mots, c'est ça. Le mot, au-delà de l'être, on peut essayer d'éviter de définir les mots. Et si on évite de définir les mots, on n'en sort jamais. Non, mais c'est pas ça. On en sort une fois par mois. Voilà. Il faut revenir aux définitions des mots, parce que les mots sont compris. C'est la Oui, d'ailleurs du verbe. Mais oui. Que les mots sont employés sans C'est un problème de sémantique. Oui. La discussion ne sert à rien. Si on ne définit pas les mots, mais le mot a un sens. C'est pour ça. Comme tout à l'heure, tu parlais de l'illusion, c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'on entend la même chose par le terme d'illusion? Quand on disait la matière, dans ta présentation tout à l'heure, tu disais ne pas donner son importance à la matière, ne pas croire à la matière en plus de l'esprit, c'est la maîtriser. Mais non. On peut donner énormément d'importance à l'illusion. L'illusion est la chose la plus importante qui soit, c'est la seule chose. Alors, Un lieu d'illusoire. Je crois avoir parfaitement dit, peut-être avec d'autres mots, je vais le dire avec d'autres mots, que le passage par la matière est une obligation tout à fait délectante quand on a compris pourquoi et comment elle sert, mais lorsqu'on passe par la matière, on en arrive à l'esprit. En d'autres termes, n'est spirituel que ce qui est permanent et n'est matériel que ce qui est strictement éphémère. Donc le monde de l'éphémère est aléatoire, il est donc cyclique, il est donc éphéméride, alors que le monde permanent ne l'est pas. C'est la grande différence entre l'essence et la substance. C'est la grande différence entre l'esprit et la matière. Ils ne sont pas de la même... C'est une voie de sagesse quand même. Il faudrait l'incarner un petit peu. Là, dans l'instant, il y a beaucoup de verbes qui s'énervent. On n'est pas... L'énergie, c'est la passion. Il suffit de te traîner dans du sentimentalisme, cucu, amour, dada, des mots qui ne veulent rien dire du tout quand on commence à gratter là-dessus. Gardez-les pour vous. Ah mais non, mais j'ai été invité pour parler. Non, je veux dire, je me sens pas... Non, on est là pour parler, donc... La matière, c'est une vue d'esprit. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, voilà, la matière et la conscience, on en vient à matière et conscience. Est-ce que la matière peut engendrer la conscience, ou est-ce que c'est la conscience qui engendre la matière? Voilà, dans la même question, j'aurais aimé poser la même question pratiquement à propos avec... Tu veux le micro parce que t'entends pas très C'est bien. pratiquement la même question, Claire, mais en parlant avec Franck et puis Marc. Et parlant de on parle plus du tout de Jean Charron, qui avait placé la conscience dans l'onde sud des électrons. Et voilà, parce que toi tu parlais de la situation, mais on parlait de Jean Charron, il n'y a même pas encore 10 ans, où toi tu connais bien Marc. Hein, C'est connu. voilà, et on n'en parle plus du tout. Mais en fait, lui, il avait travaillé là-dessus. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, Jean Charron, c'était un avancement par rapport au réductionnisme de l'époque où on ne croyait vraiment que à la matière et que l'esprit n'était qu'un sous-produit ou que même une illusion. C'était l'esprit qui était l'illusion et la matière qui était la réalité, un peu dans cette science-là. Et lui, il a introduit cette idée qu'il y avait des particules d'esprit, en quelque sorte, en plus de particules de matière, si on veut, des éons, on va quand même bien le dire. Mais ce n'est c'est une avancée, c'est un petit progrès par rapport au fait de croire que c'est la matière qui est première. Il
résigner au bout d'un moment, de dire non, c'est évidemment l'esprit qui engendre, la conscience qui engendre l'effet de matière, et pas du tout la matière qui engendre l'esprit, et qu'il n'y a pas du tout de particules d'esprit. Toute particule, c'est d'esprit. Il n'y a pas une particule qui puisse ne pas être de l'esprit. C'est tout à fait impossible. C'est-à-dire qu'il avait donné des lois, à un moment donné, les lois dans l'électron, à un endroit de l'électron, l'onde optique, après ça, étaient les mêmes que celles en astronomie des trous noirs. Mathématiquement et en physique, effectivement, les lois de la physique, il avait trouvé donc, le même équivalent, si vous voulez. Jean-Émile Charron était directeur du laboratoire de la relativité complexe dans une des branches du CNRS, à Gilles-sur-Yvette. Je l'ai parfaitement connu. Et jadis, j'étais beaucoup plus jeune, mais enfin, j'étais suffisamment âgé pour pouvoir entrevoir avec lui des conversations plus que passionnantes. Il ne faut pas oublier qu'il a essayé de mathématiser les sciences de l'esprit. C'est un des premiers à avoir conçu une théorie qui tienne la route. Voilà, ça tenait la route. Moi qui suis un peu matheux et qui ai appréhendé un petit peu ces équations, je reconnais que ça tient la route. Cependant, ce n'est qu'une voie de recherche. Il l'admettait lui-même. Ce n'est qu'une voie de recherche et on n'est qu'à l'aube, vraiment à l'once du début de l'aube de cette voie de recherche. D'autres la continueront. Il n'a pas disparu, Jean-Émile Charron. Il est dans l'univers quelque part. Mais ce qui est certain, c'est que, physiquement parlant, il faut que d'autres le remplacent. Ou d'autres accèdent à ces théories pour les perdurer. Ce qui est certain, c'est que ce qu'il a proposé est loin d'être stupide. Il suffit de lire son livre, par exemple, Mort, voici ta défaite, et on a compris. Mais les avantages de Charron, c'est que c'est un épistémologue, ça vient de l'épistémie, des connaissances pour ceux qui savent, de haut niveau. Et il s'apparentait à quelqu'un qui était assez révolutionnaire dans le corpus scientifique. Il a été d'ailleurs grandement décrié par ses pairs. Il a même eu des problèmes avec le ministre de l'Éducation à l'époque et de la Recherche. Et ça lui a valu beaucoup de problèmes, je peux le confirmer. Ce qu'on voulait savoir, c'est que la théorie, Tellement que la conscience, oui. Alors, c'est une alternative. Elle est sérieuse, elle est intéressante, mais elle est pas du tout exhaustive, et elle est loin. Pendant des années, j'ai été partisan de Charron, moi tu le sais bien. Oui, bah oui, Tu penses bien que ça a été le credo de ma vie pendant très longtemps. J'avais 3 credos. J'avais son père, j'avais Charron, et j'en avais un autre, Régis Dutel. Voilà. Donc, je n'ai jamais mis M. Charron de côté, surtout pas, surtout pas. Il m'arrive encore de lire quelques livres de lui à la maison, quand j'ai envie. J'ai souvent envie de certaines choses et je ne me prive pas. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'on évolue. Charron a été quelqu'un qui m'a permis d'évoluer, comme son papa. Voilà. M'ont permis d'évoluer, m'ont permis d'aller plus loin dans mon système de pensée. Penser pour arriver où? Arriver à avoir la paix en moi. C'est-à-dire le bonheur d'être, la joie d'être. Et en toute honnêteté, la véritable voie de l'unité, c'est celle qui permet par, quel que soit le moyen, du moment qu'il est licite évidemment, d'appréhender les choses de manière à arriver à avoir une paix intérieure. Tout le monde est dans le tumulte. Tout le monde recherche, par un développement personnel, à aller plus loin. Le problème, c'est que tout le monde croit avoir raison. Qui a raison? Qui a raison? Je n'en sais rien. En tout cas, pas moi. Je vais être encore iconoclaste. La paix, dit tout simplement Baudelaire, peu importe qui, la paix, c'est ce qui maintient les âmes momies. Momies, parce qu'on est en paix. Mais non, on refoule le fait d'être simplement. Alors c'est ça le mot être, c'est pour ça c'est intéressant, parce que être donne tout de suite la notion du binaire. Oui. Alors voilà, et c'est ça, on était d'accord tout à l'heure. C'est-à-dire, tu demandais une définition d'être. Voilà. L'être, bon,
matin, on a dit les choses un peu rapidement, donc c'était un peu difficile à mettre. Mais l'être est un but. Il n'y a pas d'état. À aucun moment, je ne suis quelque chose. C'est pour ça que la matière n'existe pas. Pour que la matière existe, il faudrait que la matière dure. Or, la matière n'a pas de durée. Dans l'instant présent, il n'y a pas de matière, il y a jamais de matière, il n'y aura jamais de matière. Donc, ça, c'est très important. Ce qui est, par contre, c'est le fait d'aller vers l'absolu, vers l'unité, vers l'absolu, vers l'infini. Et ça, c'est l'être. Parce que, puisque l'infini, puisque le but est inaccessible et que l'infini n'est jamais quelque chose, alors ce mouvement rencontre toujours sa propre limite. Et c'est cette limite qu'on interprète comme matière. Et c'est ça qui nous fait croire qu'il y a la matière. Il n'y a jamais de matière. Donc il faut sauter dans la non-matière, qui n'est pas une non-matière. Si les yeux se voient très bien pour ce qui a été condamné, on ne peut plus parler à ce niveau-là. Non, on ne peut pas, par la voie négative. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas, dans l'unité, il n'y a pas d'être-té, on peut dire. Puisque l'unité, elle est avant l'existence ou l'être. Non, elle n'est pas avant. Non, pas Si avant. elle était avant, elle serait encore. Ça serait encore dans le temps. Si on est dans la dualité, c'est qu'elle n'a jamais été. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler, sinon par la voie négative. Mais c'est pas un problème. L'important, c'est de comprendre que l'unité est un but, et que c'est notre but, et que c'est ce but qui engendre l'être, et non l'inverse. Et l'ennui, c'est quand on fait un but, on fait un cheminement. Et c'est ça le danger. Parce que C'est si on fait un cheminement, on ne peut pas atteindre ce soi-disant but, qui est hors but. On atteindra toujours le but que l'on croit devoir atteindre ou pouvoir atteindre. On passera toujours par des buts intermédiaires. Et ben voilà. Ça n'empêche qu'il n'y a qu'un seul but et que ce but, on y va. Et pourquoi Et dire que le on but, y c'est est. l'unité? Ce but, on y est. Ce but, on y est. C'est un peu facile à démontrer, mais on ne va pas Oui, parler. non. C'est pas facile à montrer. Si tu veux, il me semble moi, que si une unité au départ, elle se déploie pour prendre différentes formes, pour mieux se connaître elle-même. Donc, à l'époque, c'était des fois les buts féminines qui sont forcément des buts masculines, sinon on perçoit le monde différemment, comme nous l'a si bien dit notre cher Jacques, ici présent. Donc, moi, je ne vois pas ça comme ça, je vois vraiment la matière, c'est comme un support qui nous permet d'expérimenter quelque chose à un moment donné, d'incarner quelque chose à un moment donné, et sans cette matière, justement, on ne peut pas l'esprit, ne peut pas s'exprimer. Il s'exprime à travers cette matière. C'est son support d'expression. Et donc, le but n'est pas forcément de retourner à l'unité, peut-être le but ultime. Mais là, ce que tu as parlé du but, le but c'est l'unité, c'était une évidence. Oui. Le but c'est d'être ultime, de revenir absolument dans cette inclée du départ. Non, mais c'est le but ultime. Voilà. Mais autrement, on peut avoir des tas du but. Mais on n'a pas fait ça. On bute sans arrêt sur des tas du but. Puisque le but ultime est un but, il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible. Donc on a toujours des buts intermédiaires. Et tout ce que nous faisons, c'est de poursuivre des buts personnels. Oui, c'est pour ça. C'est cette confrontation à l'impossibilité du but qui donne l'impression d'être limité, et donc qui donne l'impression d'avoir un ego, qui donne l'impression d'être matériel, d'avoir un corps, d'être incarné. C'est ça qui fait l'incarnation. C'est ça qui fait la particule de matière. Il n'y a rien d'autre. C'est pas pour ça que la matière existe. C'est simplement la manifestation du fait que le but n'est pas possible. D'ailleurs, le début, étymologiquement, le début, c'est quelque chose qui recommence après qu'on est arrivé au but. Non, il ne peut pas y avoir de non, mais étymologiquement, c'est le début, ça vient de là. Un début, c'est ce qui vient après le but. L'unité est un but, et uniquement un but. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Il y a jamais, on ne vient pas de l'unité. On ne peut pas venir de l'unité. L'unité n'a aucune raison de se différencier de l'unité, c'est réglé. Parce qu'il y a un cycle. Quand on est arrivé au bout d'un cycle, on recommence un autre cycle et c'est un nouveau début. L'univers la conscience est éternelle. C'est pas un cycle. La conscience est éternelle. Tu seras toujours conscient, tu as toujours été conscient, tu seras toujours conscient. Non, je parle Tu ne vas pas arriver à l'extinction de la conscience pour recommencer la conscience, c'est impossible. Non, mais je parle du langage commun. Le mot lui-même veut dire ça, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est tout à fait juste. C'est juste. On peut tout de même s'amuser à aller au-delà du but, au-delà de tout but, dans le non-être, non-né, non-existentiel, du bouddhisme par exemple, et après, bien sûr. Mais oui, mais tu disais tout à l'heure que le mot néant te gêne. Non, mais justement, parce que le mot, dès qu'on met un mot, mais on est d'accord, dès qu'on met un mot, c'est un concept. Les mots, le mental déteste les mots importants. Voilà. Le concept remarque de ça. Le mental fait tout pour échapper au mot important. Exactement. Il déteste le mot néant. Oui. Et il refuit le mot néant parce que c'est le mot le plus important. Oui, mon enfant, Néanmoins.
Bon. Ah ben non, Évidemment, c'est un concept Si on ne fait limitatif. que ça, on ne parle que de concept. Oui, ben donc c'est limitatif. Tout concept est limitatif. Néant, c'est néant, puis voilà, c'est rien. Ah non, ben le rien, c'est pas pas rien. Hein. Ah. Bon, l'essentiel, c'est que chacun trouve son truc. Hein. Je voulais juste dire quelque chose sur la joie. La joie, c'est d'être l'incarnation de la joie. Parce que chercher la joie, il faut le vivre, il faut le montrer, le manifester. Oui, il faut le chercher. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu le but de ma vie. Trouver la joie. Donc c'est un but, tu ne pourras pas le trouver. Alors, quelque chose. Il suffit de le vivre. Non, des buts intermédiaires. Encore une fois, on est dans le piège des mots. Oui. On est dans le piège des mots. On est en train de former, de formaliser des vibrations sous forme de mots. Le mot est limitatif, la vibration ne l'est pas. Derrière le mot, il y a une idée. Et quand l'idée n'est pas exprimée de la même manière chez les gens, il y a des sophismes qui se créent, c'est-à-dire appeler un chat un chien, et on ne se comprend plus. C'est un problème de rhétorique, c'est un problème de sémantique du verbe. Encore une fois, toute langue qui se respecte devrait être comprise par tout le monde. On a parlé par exemple de l'existence. Moi, une petite phrase magique. Je vous ai Une terminé. phrase magique et tout le monde va être heureux. Voilà, et moi je vais rendre tout le monde heureux. Mon ami Franck vient de dire que la matière n'existe pas. Pour ma part, non seulement elle est... n'est pas. La matière existe, elle n'est pas. Non. Parce que être et exister, Tu as dit n'existait pas, oui, oui. On est bien d'accord. c'est une erreur. Voilà. Alors là, j'admets. La matière n'est pas. Voilà, je l'admets. Donc, parce que la matière existe. Par contre, pour ma part, ce que toi tu appelles n'est pas, moi je dis qu'elle existe à l'état de virtualité. Voilà. L'esprit existe à l'état de réalité, c'est un réel. Alors que la matière, c'est une virtualité. Je répète, virtus en puissance. C'est de la matière qu'on accédera ici dans notre état de, entre guillemets, conscience, à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a engendré la matière. On va dire communément par égarement. Mais cela étant, l'esprit a probablement, dans la loi des cycles, si elle existe, précédé la matière. La matière est un état dans l'univers totalement existentiel, mais virtuel. C'est-à-dire qu'il est impermanent, alors que l'esprit est permanent. Alors donc pourquoi dire qu'il est de la matière? Affirme le contraire. Oui, je voulais poser une question. Pour comprendre la question, il faut que je dise que le but ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin. J'ai suffisamment d'inconscience en moi pour savoir que je suis poussé vers quelque chose et j'ai pas besoin de savoir quoi. Ce qui m'a posé question dans ma vie, j'ai commencé mes études de la médecine en 64, je suis rentré sur un chemin initiatique banal pour ma santé en 67. Il se trouve que par la suite, ayant fait psychiatrie, je me suis intéressé à la cabale. Je me suis intéressé à l'astrophysique, l'étude de la présence solaire en France. J'ai travaillé là-dessus et il m'est apparu qu'on était dans une phase d'évolution. C'est-à-dire qu'on était en train de rejoindre la science fondamentale et toutes les sciences qu'on pouvait qualifier d'ésotériques. Je voulais savoir si vous aviez la même impression par rapport à ce qu'a dit Hélène qui m'a beaucoup touché. Je crois à ce pouvoir des mots. Et on a aussi en nous, à d'autres niveaux, les forces de guérison qui sont là. Il y a des forces qui, si on les met en eux, si on ne peut pas les mettre en eux soi-même, si on se fait aider par d'autres, ces forces vont amener vers la guérison. Alors je parle de guérison parce que j'occupe des gens qui ont des malades. Ce sont des choses extraordinaires. Et la première des choses la plus simple, c'est le rêve. Parce que dans tous les rêves, il y a quelque chose de positif. Si on dit qu'est-ce que ça ramène à votre sexualité, à votre papa, à votre maman, c'est foutu pour y être à côté, on enferme la personne qui parle. Ce qu'il faut, c'est revenir à ce qu'il y a de positif dans ce rêve. Bon, bien sûr, on va me dire que les cauchemars, eux, ne sont pas positifs, c'est à voir. Mais en tout cas, le cauchemar, le syndrome pour moi, c'est un stress qui ne peut pas être, un traumatisme qui ne peut pas être dépassé et qui va continuer tant que la personne n'aura pas trouvé en elle les ressources pour régler ce problème. Alors, je ne suis pas dans le futur, je suis juste dans le quotidien. Donc, est-ce que vous pensez que la science fondamentale, à condition de se respecter, et les mouvements ésotériques,
exemple d'une certaine convergence. Quelqu'un veut répondre avant moi? C'est des hommes qui parlent, j'aimerais que ce soit Hélène, est-ce que tu peux parler un peu Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ce monsieur. Je pense que c'est le moment maintenant où c'est en train de converger. On le voit dans les conférences, on le voit dans les découvertes qui ont été faites. Ce que je trouve bizarre, c'est que les informations ne passent pas sur TF1, par exemple. Voilà. Les grandes informations. Vous savez, Einstein, il a dit, c'est une citation que j'ai trouvée, aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Donc il avait déjà tout compris, il savait que c'était en changeant ce niveau de conscience. Moi, j'ai découvert, je vous ai parlé de ce changement de niveau de conscience qui se fait par le verbe, par l'affirmation d'une phrase, qui nous fait passer sur un autre niveau de conscience. Et je pense que ça va être la prochaine étape pour l'humanité, de se rendre compte de tout ça et de l'utiliser de la bonne manière. Juste un petit mot, pour être précis, à mon sens, ce n'est pas du tout une convergence. C'est un rattrapage de la part de la science fondamentale qui essaye de rattraper et qui petit à petit se rapproche d'une connaissance éternelle qui, elle, n'a pas bougé et qui ne bougera pas. C'est pas l'ésotérisme qui va aller vers la science et la science vers l'ésotérisme. L'ésotérisme n'a pas bougé, il a toujours dit la vérité. C'est la science qui petit à petit rejoint l'ésotérisme parce qu'elle s'en était éloignée énormément. Il y a quelque chose, Christian, qui travaille avec l'ésotérisme ou pas? C'est peut-être rapide de dire ces choses-là. L'ésotérisme, il ne s'exprime pas en termes scientifiques. L'ésotérisme est diffus dans les lois de l'analogie, donc